Mais si vous aviez fait partie d'un cabinet de guerre Oui. en Grande-Bretagne, Oui. engagé dans un conflit militaire, quel qu'en soit l'adversaire, n'auriez-vous pas voulu plaider davantage en faveur d'une véritable volonté de protéger la vie des civils? Eh bien, je crois qu'il y a eu des personnes qui l'ont fait, et je crois que Tsahal, qui est une armée de citoyens dans une démocratie fondée sur des règles, a fait tout ce qu'elle pouvait. Vraiment, vous le croyez? Oui, dans un conflit grotesque. Et les chiffres ici sont effroyables, car il est question de vies humaines perdues. Et nous parlons des vies d'innocents qui ont été pris dans cette guerre horrible, horrible, horrible. Si vous avez déjà été curieux d'entendre à la fois le point de vue pro-Israël et pro-Palestine et de vous faire votre propre opinion, écoutez cette discussion très fascinante. J'ai toujours trouvé votre position sur le Moyen-Orient et Israël étrange. Oui, Parce que vous me semblez être extrêmement passionné, oui. ce que j'ai toujours pensé de Murdoch également. Je me souviens avoir assisté une fois à une énorme dispute entre Murdoch et James Murdoch, son fils, devant Tony Blair à propos d'Israël-Palestine. Et donc, je me demandais s'il était une influence pour vous, ou comment en êtes-vous arrivé à cette position de façon indépendante? Elle me paraît un peu extrême. Elle lui est antérieure. C'est certain que si vous regardez le spectre des opinions, en particulier au Royaume-Uni en ce moment, conventionnel, c'est probablement justifié. Je ne sais pas si l'on peut qualifier n'importe laquelle de mes positions de conventionnelles. C'est vrai, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. J'ai mentionné que ma mère était une fidèle pratiquante de l'Église d'Écosse, et en grandissant, j'y allais avec elle. À cette époque, l'Église d'Écosse, les choses ont changé depuis, avait un attachement très fort à la Terre Sainte. Et l'histoire du peuple juif faisait partie du contexte dans lequel j'ai grandi, et j'avais un attachement romantique à leur histoire. Et encore une fois, vous vous souvenez peut-être, Alastair et Rory, du discours que Gordon Brown a prononcé à la Knesset. Et, oh bien sûr, c'était il y a quelque temps, quand il a dit « Pendant des générations, vous n'aviez pas de terre. Maintenant, vous en avez une. » Et lui, vous savez, il avait un parcours similaire au mien, mais pas identique, évidemment pas identique. Son père était pasteur dans l'église d'Écosse, donc il y a cela. Et puis, la deuxième chose, c'est que je ressens une très forte identification, en fait, de l'amour pour la communauté juive en Grande-Bretagne et tout ce qu'elle a accompli et fait, et je l'admire tellement. Et puis, la troisième chose, c'est que lorsque je regarde la position dans laquelle Israël se trouve, je peux passer en revue ma compréhension de l'histoire que vous pourriez tous deux vouloir corriger ou contester. Mais c'est selon moi l'une des histoires les plus incroyables de l'humanité. Et la réussite d'Israël est particulièrement émouvante et puissante. Et cela ne veut évidemment pas dire qu'il ne commet pas d'erreurs. Mais mon point de vue général, c'est qu'il y a une foule de gens qui veulent critiquer Israël. Et je n'ai pas de problème avec ça, mais je ne vais pas me joindre à eux. Je vais me ranger du côté de leur défense, partout où je le peux. Même s'ils font ce qu'ils font. Bien sûr, je peux penser qu'ils font des erreurs. Et, vous savez, par exemple, on peut examiner des décisions tactiques individuelles, comme le bombardement de la direction politique du Hamas au Qatar. À Gaza, je pense que le problème fondamental réside dans le contrôle exercé par le Hamas. Mais si vous aviez fait partie d'un cabinet de guerre Oui, en Grande-Bretagne, oui. engagé dans un conflit militaire, quel qu'en soit l'adversaire, n'auriez-vous pas voulu plaider davantage en faveur d'une véritable volonté de protéger la vie des civils? Eh bien, je crois qu'il y a eu des personnes qui l'ont fait. Et je crois que Tsahal, qui est une armée de citoyens dans une démocratie fondée sur des règles, a fait tout ce qu'elle pouvait. Vraiment, vous le croyez? Oui, dans un conflit grotesque. Et les chiffres ici sont effroyables, car il était question de vies humaines perdues. Et nous parlons des vies d'innocents qui ont été pris dans cette guerre horrible, horrible, horrible. Mais les chiffres suggèrent que si on parle de guerre contre-insurrectionnelle dans une zone urbaine, le niveau de perte infligé par l'armée israélienne a été inférieur à celui que nous avons causé ou à celui causé par les Américains dans des conflits similaires, bien que non identiques. C'est horrible parce que Les générations précédentes aussi. Les mentalités changent. les mentalités changent et ainsi de suite. Mais nous n'avons jamais, Dieu merci, été dans une situation où nous avons enduré ce qu'Israël a enduré le 7 octobre. Et nous n'avons pas non plus été confrontés à ce que le peuple de Gaza a dû affronter.
Donc, il est inévitable que les émotions soient globalement engagées et il est difficile de se mettre complètement à leur place. Mais d'après ce que je vois, il y a tellement de personnes qui, je pense, critiquent Israël de manière juste, sincère et de bonne foi. Parfois, je pense que ces critiques, ça sont erronées, mais je ne pense pas que... Je veux dire, il y a certaines personnes qui argumentent de mauvaise foi. Mais je pense qu'il est important d'avoir des personnes qui voient instinctivement les choses du point de vue d'Israël comme point de départ. L'aspect instinctif m'intéresse, puisque vous avez pris une position forte. Combien de temps avez-vous passé en Israël, en Cisjordanie ou à Gaza? Je veux dire, qu'est-ce que vous savez réellement sur cette région? Ce qui m'inquiète en vous écoutant. Je pense avoir passé une grande partie de ma vie à travailler dans cette région. Et quand j'étais au Parlement, j'évitais de prendre des positions pro-arabes ou pro-israéliennes, alors que vous y êtes allé directement. Oui. Combien de temps avez-vous passé dans la région? Je crois être allé en Israël et en Cisjordanie 5 ou 6 fois. Combien de temps êtes-vous resté en Cisjordanie? Vous avez passé une nuit sur place? Je n'ai jamais passé une nuit en Cisjordanie. J'y ai passé des journées. J'ai visité Ramallah. J'ai parlé avec des membres de la direction politique du Fatah. J'ai parlé avec des personnes de la société civile palestinienne. Donc, vous y êtes resté quelques heures, peut-être 20 ou 30. Je dirais... Oui, probablement un peu plus que ça, mais pas beaucoup plus que ça. D'accord, donc 2 choses. Donc si je disais, je suis allé à Manchester à 5 reprises et j'ai rencontré certains des dirigeants. Je vais maintenant faire de Manchester ma priorité et avoir des opinions très tranchées à son sujet. Les gens ne diraient-ils pas, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes resté 5 jours, vous ne savez rien. Premièrement, j'y suis allé. Deuxièmement, je suis allé à Manchester, mais je ne me prétends pas expert de la ville. Je ne me prétends expert pour le bien de la discussion, les limites précises de... Vous vous souvenez peut-être que le pays en a assez des experts. Nous reparlerons de ça, la localisation exacte d'une implantation à un endroit spécifique. L'autre chose, c'est que le sort d'Israël nous concerne tous, parce qu'il est vrai que les critiques adressées à Israël relèvent d'au moins 2 catégories. Il y a la critique naturelle qu'une démocratie adresse à une autre lorsqu'elle estime qu'une démocratie sœur ou un allié ne respecte pas les normes auxquelles on pourrait s'attendre. Mais il existe aussi une opposition à Israël, non pour ses actions, mais pour ce qu'il est. Le succès d'Israël est une réprimande permanente à une certaine vision du monde, 2 visions particulières du monde. C'est une critique permanente de la vision islamiste du monde et c'est une critique permanente du discours de gauche sur la décolonisation. Car Israël est une nation composée presque exclusivement de réfugiés et de demandeurs d'asile sans ressources naturelles, qui, à sa naissance, a vu tous ses voisins tenter de l'étouffer dans son berceau et qui est maintenant devenue la nation la plus... Michael, inutile de me faire la leçon sur cette histoire. Mais je dois expliquer que c'est la juridiction la plus libre et la plus impressionnante. La juridiction la plus libre et la plus impressionnante? Du Maroc à Delhi, et il faut se demander pourquoi cela s'est produit, mais aussi pourquoi cela suscite des sentiments aussi forts. À la conférence du Parti travailliste, j'ai demandé à Owen Jones pourquoi il passait tout son temps à critiquer Israël et ne montrait aucune préoccupation pour le Soudan ou pour ce qui se passait au Zhejiang. Serait-ce parce que le Soudan n'est pas présenté comme notre allié central, que le Soudan n'est pas un pays auquel les États-Unis ont fourni des milliards de dollars pour soutenir directement son armée, que le Soudan n'a pas été au centre de nos structures politiques depuis 60 ou 70 ans, et que comparer Israël au Soudan, étant donné qu'Israël est une démocratie libérale et l'un de nos alliés les plus proches, est profondément condescendant envers Israël. Non, je crois que les gens veulent... Parce qu'il me semble qu'il y a peut-être un 2 poids, 2 mesures ici, non? Eh bien, il y a effectivement un 2 poids, 2 mesures. D'un côté, Israël est jugé différemment des autres pays, et cela ne date pas d'hier. Donc d'un côté, une démocratie libérale dans un ordre mondial fondé sur des règles, de l'autre, le Soudan. Ces pays ne sont donc pas comparables, n'est-ce pas? Si le Danemark commençait soudainement à faire quelque chose et que je disais « Pourquoi ne critiquez-vous pas le Congo comme le Danemark ?» La réponse serait qu'Israël espérerait être soumis à des normes plus strictes que le Soudan. Et il fonctionne effectivement selon des normes beaucoup plus strictes. Mais la question, bien sûr, est pourquoi les Nations Unies ont-elles choisi de pointer du doigt Israël en adoptant la résolution sur le sionisme comme forme de racisme?
pourquoi y a-t-il une telle hostilité à son égard? Le soutien américain à Israël ressemble à celui apporté à l'Allemagne dans l'OTAN. Il s'agit d'un soutien à des démocraties éprouvées. Pourquoi tous les ennemis d'Israël, ses voisins, jusqu'à récemment, ont-ils essayé non seulement de contrôler ses mœurs ou de voir un changement dans sa politique, mais aussi de l'éliminer? Et pourquoi est-ce que c'est si important que nous le reconnaissions? Car l'antisémitisme évolue avec le temps. Et l'antisémitisme, après avoir été un préjugé religieux puis un préjugé ethnique, est maintenant un préjugé contre le foyer juif et un désir de... Dernière question à ce sujet, Michael. Écoutez, je comprends votre position. J'ai toujours été profondément déconcerté au Parlement par le fait que des parlementaires britanniques se posaient en défenseurs et en amis de pays étrangers. Je n'ai pas fait de voyage payé au Danemark, je n'ai pas fait de voyage payé en Inde, en Israël ou en Arabie Saoudite. Je veux dire, ces choses-là, je ne pensais pas avoir besoin d'être un ami conservateur d'Israël, un ami conservateur du Moyen-Orient. Quand on m'a demandé quelle était ma position sur le Cachemire, ma réponse était « Je suis un homme politique britannique maintenant ». Pourtant, cette personne a surtout travaillé sur les affaires étrangères. Donc, l'une de mes questions, c'est « Diriez-vous la même chose sur la communauté musulmane que sur la communauté juive en Grande-Bretagne? Diriez-vous que vous ressentez... » Quelle était votre expression? Je dirais de l'amour, de l'affection et de l'admiration pour ce qu'ils ont accompli. Diriez-vous cela de la communauté musulmane? Je dirais cela à propos des membres de la communauté musulmane, je dirais cela à propos d'amis musulmans qui me sont très chers. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans l'histoire juive, et en particulier dans l'expérience juive au XXe siècle et les efforts que nous avons vus pour détruire la civilisation juive, la race juive et le judaïsme. Cela me touche d'une manière qui n'est pas vraie pour d'autres communautés. Et je pense qu'il est vrai aujourd'hui que l'histoire nous enseigne certaines leçons. Et l'une de ces leçons est que la sécurité et la sûreté de la communauté juive dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, sont le meilleur indicateur du caractère admirable et libéral de ce pays. Contrairement à notre prise en charge des pauvres, contrairement à la façon dont nous prenons soin des prisonniers, à la façon dont nous traitons les musulmans, contrairement à beaucoup d'autres choses. Je pense que c'est le summum absolu, c'est la référence ultime de la civilisation d'une société. Pourquoi, logiquement? Parce que l'histoire montre que chaque fois que des pays se dirigent vers l'autoritarisme, chaque fois qu'ils entrent dans une période sombre, ce sont les Juifs qui sont pris pour cible. C'est aussi le cas si l'on considère les sociétés les plus libérales à une époque donnée, les Pays-Bas, par exemple au XVIIe, XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne fin XIXe, l'Amérique durant la majeure partie du XXe siècle. Les pays les plus éclairés sont ceux où les Juifs se sont sentis le plus en sécurité. Dans lesquels les Juifs se sentent le plus en sécurité, et je suis d'accord avec vous là-dessus, et dans lesquels les minorités en général se sentent le plus en sécurité, et où les droits de l'homme, notamment ceux des groupes minoritaires comme la communauté juive, sont respectés. Mais le traitement de la communauté musulmane en Grande-Bretagne est également une référence pour une société civilisée. Le traitement des musulmans britanniques, le traitement des hindous britanniques, le traitement des sikhs britanniques est important pour moi. Parce que, comme vous, j'ai une certaine idée de la britannicité, ce qui signifie que la façon dont vous traitez chaque citoyen et même chaque personne, même si elle n'est pas citoyenne, mais soumise aux lois britanniques et paie des impôts britanniques, est un élément clé de la civilisation. Tout ce que je dirais, c'est qu'il n'y a jamais eu, Dieu merci, rien de comparable à l'Holocauste. C'était un crime unique, le pire mal dont l'humanité se soit jamais rendue coupable. Et il ne visait pas une partie de la population pour des raisons aléatoires. Il visait explicitement le peuple juif. Et c'est pourquoi, lorsque nous voyons aujourd'hui une montée de l'antisémitisme, il est de notre devoir moral à tous de nous demander pourquoi, de l'examiner. Et bien sûr, vous pouvez porter un jugement sur le gouvernement d'Israël et ses actions, mais attribuer systématiquement la hausse de l'antisémitisme aux actions du gouvernement israélien, comme si c'était une formule mathématique et rationnelle, c'est encore une fois accuser les Juifs d'être responsables des préjugés à leur égard. Qui fait cela? Eh bien, je veux dire, vous me parlez comme si c'était moi qui faisais ça. Non, pas vous. Mais il est indéniable que si vous vous aventurez dans nos rues ou que vous plongez dans le tourbillon des réseaux sociaux, vous trouverez des gens qui le feront. On l'a vu ces dernières semaines.
Certaines personnes ont exprimé leur opinion sur la question de savoir si les supporters du Maccabi Tel Aviv devraient être autorisés à aller voir leur équipe jouer contre Aston Villa. Cela ne veut pas dire que l'on ne peut pas porter un jugement qui pourrait être une erreur de bonne foi, mais il y a beaucoup de mauvaise foi. Mais Michael, de nombreux musulmans se sentent actuellement très en insécurité en Grande-Bretagne. Oui, Si vous vous promeniez dans le centre de Londres lorsque Tommy Robinson a rassemblé 150 000 personnes dans les rues, je n'aime pas le whataboutisme, mais j'ai l'impression qu'ils se perdent dans ce débat. Et aussi, ne seriez-vous pas d'accord avec moi pour dire que l'une des conséquences de ce qui s'est passé ces dernières années avec le débat israélien est que ça a en partie révélé le mythe selon lequel ils auraient vraiment cru à une solution à deux États? eh bien, je ne pense pas que ce soit un mythe. Je pense qu'il était très clair qu'une grande partie de la population israélienne, une majorité, a cru en une solution à deux États. Il y a un discours très fort que Bill Clinton a prononcé, je crois, lorsqu'il faisait campagne pour Kamala Harris. Lorsqu'il évoque l'occasion manquée où les Palestiniens se sont vus proposer un accord qui n'était pas parfait, mais certainement avantageux, et qu'ils l'ont refusé. Je pense que les choses ont changé, sans aucun doute. Je pense que le soutien à une solution à deux États en Israël diminue, et je pense que cela diminue à cause de ce qui s'est passé à Gaza. Israël s'est retiré, le Hamas a pris le contrôle. La nature de cette gouvernance et d'autres facteurs ont fait que cela a diminué. Ensuite, sans vouloir être naïf, car qui sait où mènera le plan de paix de Trump, s'il s'avère qu'il n'y a pas de violence et que la société civile palestinienne a la possibilité de se développer, alors je pense que vous pourriez voir le soutien à une solution à deux États croître à nouveau au sein de la population israélienne. Parce que je pense que le nombre de personnes en Israël qui pensent réellement que les Palestiniens ne devraient jamais avoir d'État est faible. Le nombre de personnes... Il existe des défenseurs très fervents de cette position. Ce n'est pas votre position? Non, non. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes en Israël qui se disent « Je ne peux pas envisager un État palestinien pour le moment. Si cet État palestinien doit être dirigé par ou sous l'influence du genre de personnes qui dirigeaient Gaza le 7 octobre. » Ok, donc c'est un peu frustrant de regarder des extraits comme celui-ci, mais à chaque fois que ce Michael Gove fait valoir un argument, il semble vouloir soit discréditer sa capacité à avoir une telle opinion ou trouver une raison pour laquelle ses motivations ne seraient pas pures ou viendraient d'une mauvaise intention. Et ce n'est tout simplement pas, on dirait que... Et chaque fois qu'il soulève un point intéressant, il se concentre sur ce que ressentent les musulmans au Royaume-Uni, par exemple, ou les Arabes de l'autre côté du conflit. Plutôt que d'aborder vraiment le problème fondamental, à savoir qu'on ne peut pas avoir d'État palestinien ou de paix tant que le Hamas et d'autres groupes terroristes restent au pouvoir. Donc c'est un peu frustrant, mais je pense que Michael Gove a soulevé d'excellents points. Il adopte un point de vue comprenant l'histoire juive qui ne commence pas avec la création d'Israël en 1948, mais remonte à plusieurs millénaires. Et l'État d'Israël est la Shoah. Et toutes ces choses ne sont que quelques-uns des nombreux épisodes d'une histoire très longue et quelque peu tragique, mais aussi très porteuse d'espoir du peuple juif. Et Israël n'est qu'une des itérations les plus récentes de cette histoire du peuple juif qui se rassemble, récupère sa terre et construit un État moderne. Et c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont accompli. Et quand on regarde les chiffres, encore une fois, c'est horrible de parler des choses de cette manière. Mais aucune autre société ou armée dans l'histoire de l'humanité n'a autant protégé la vie des civils que l'armée israélienne, les forces de défense israéliennes. Et même selon les propres statistiques du Hamas, on peut le prouver. Ainsi, aussi récemment que lors de la guerre d'Irak, le Royaume-Uni et les États-Unis ont participé à un conflit extrêmement sanglant qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. Et je ne suis pas en position de juger s'ils avaient tort ou non pour cela, c'est impossible à savoir, et je ne suis pas un expert du conflit. Mais juger 10 ans plus tard, Israël, alors qu'il se bat sur 7 fronts et essaie de récupérer ses 250 otages, combattant dans une guerre urbaine où les terroristes du Hamas commettent un double crime de guerre en attaquant des civils israéliens et son armée, bien sûr, et en se cachant derrière leurs propres civils.
Est-ce qu'on regarde la même chose? Qu'est-ce que ces gens regardent? Vivent-ils simplement dans une autre réalité? C'est surprenant. Voilà pour cette vidéo. Je suis Matan Azanov. Merci d'avoir regardé. Je suis investisseur en capital risque et j'investis dans des entreprises spécialisées dans le cuivre en phase de démarrage. J'anime le podcast The Profit or Pivot où j'échange avec entrepreneurs, innovateurs, investisseurs et d'autres sur leur parcours vers le succès. Pour me contacter, poser une question, présenter votre startup ou voir mon podcast ou ma chaîne YouTube, consultez mes infos ci-dessous. Laissez un commentaire, likez, tout ça. Merci d'avoir regardé.